Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans ce cours, nous allons découvrir comment le corps humain est capable de réaliser un effort physique. Nous allons également découvrir quelles sont les bonnes pratiques pour rester en bonne santé. Ce cours sera présenté sous forme de démarche scientifique. Après avoir proposé un problème qui est une question qui n'a pas encore de réponse évidente, nous proposerons des hypothèses. Ces hypothèses sont des éléments de réponse provisoires qu'il va falloir vérifier. Pour les vérifier, nous pourrons choisir une activité de recherche, observation, expérimentation, documentation ou modélisation. Nous obtiendrons alors des résultats qu'il faudra interpréter. Enfin, nous rédigerons une conclusion qui permet de valider ou non les hypothèses tout en répondant aux problèmes. Vous voyez sur l'image de gauche un tir à 3 points lors de la finale du championnat d'Europe de basket féminin. On observe ici que cette joueuse, pour envoyer le ballon vers le panier, a dû plier les bras, puis étendre les bras. Comment a-t-elle pu réaliser ce mouvement ? Pour plier les bras, il a fallu tirer l'os de l'avant-bras. Pour tirer l'os de l'avant-bras, il a fallu que le biceps, qui est ce muscle-là, se contracte. Lorsque ce muscle se contracte, il est plus petit et donc il va tirer sur l'os, ce qui permet de plier le bras. En revanche, pour étendre le bras, c'est le triceps, qui est ce muscle-là, qui va devoir se contracter. S'il se contracte, il va rétrécir. S'il rétrécit, il va tirer l'os vers l'arrière. C'est ainsi que le bras peut s'étendre. Observons comment un muscle peut se contracter ou se relâcher à l'échelle cellulaire. Pour cela, nous allons observer des cellules musculaires dans une vidéo réalisée au microscope. Vous allez voir dans cette vidéo une cellule du muscle qui est capable de se contracter. Vous avez pu voir dans cette vidéo la contraction d'une cellule musculaire. Il faut imaginer que toutes ces cellules, ces fibres musculaires, sont les unes à la suite des autres. Si elles se contractent toutes ensemble, alors le muscle entier va se contracter. Si le muscle se contracte, il va rétrécir, comme vous avez pu le voir dans la vidéo. Si ce muscle rétrécit, il va alors tirer l'os. C'est ça qui est à l'origine du mouvement. La contraction des cellules nécessite de l'énergie. Nous avons vu dans d'autres vidéos que cette énergie est apportée par la réaction de respiration. Nous avons découvert que cette réaction de respiration se déroulait dans les cellules des muscles par exemple. À partir du glucose, qui est un sucre, un glucide, et du dioxygène, on pouvait fabriquer du dioxyde de carbone et de l'eau, mais surtout de l'énergie. C'est cette énergie qui va permettre la contraction des cellules musculaires. Les cellules musculaires se contractent, ce qui nécessite de l'énergie. L'énergie provient de la respiration cellulaire. La respiration nécessite l'arrivée du glucose et du dioxygène au niveau des muscles. Nous allons donc pouvoir proposer le problème suivant. Comment le glucose et le dioxygène arrivent-ils au niveau des muscles ? Répondons à ce problème en émettant des hypothèses. Hypothèse numéro 1. Les nutriments, donc le glucose par exemple, proviennent de la digestion dans le tube digestif. Hypothèse numéro 2. Le dioxygène provient des poumons. Hypothèse numéro 3. Le sang transporte le dioxygène et les nutriments jusqu'aux muscles. Hypothèse numéro 4.
Le sang est contenu dans les vaisseaux sanguins, il est mis en mouvement par le cœur. Commençons par vérifier l'hypothèse numéro 1. Les nutriments, comme le glucose par exemple, proviennent de la digestion dans le tube digestif. Nous allons choisir une activité de type documentation. À l'aide de documents scientifiques, nous allons essayer de comprendre d'où vient ce glucose. Rappelons la structure du tube digestif. Les aliments entrent par la bouche. Ils passent dans l'œsophage pour arriver dans l'estomac. Dans l'estomac, les aliments sont transformés. Ils passent ensuite dans le duodénum, dans l'intestin grêle et enfin dans le côlon, et les déchets sont évacués au niveau du rectum et de l'anus. Nous allons réaliser différentes mesures tout au long de ce tube digestif. Nous allons mesurer la quantité de glucose qui est présent à l'intérieur du tube digestif. Ce graphique présente la quantité de glucose en fonction de la distance à partir de la bouche. Au départ, nous avons vu qu'il y a l'œsophage, puis l'estomac et enfin l'intestin grêle. On observe qu'au niveau de l'œsophage, il y a 100% de glucose dans le tube digestif. Au niveau de l'intestin, il en est de même. Il y a toujours 100% de glucose dans le tube digestif. Cela signifie que le glucose reste dans le tube digestif, dans l'œsophage et au niveau de l'estomac. En revanche, on observe qu'au niveau de l'intestin grêle, il y a de moins en moins de glucose dans le tube digestif. À la fin de l'intestin grêle, qui mesure, vous le remarquez, plusieurs mètres, il n'y a plus de glucose dans le tube digestif. On en déduit que le glucose sort du tube digestif au niveau de l'intestin grêle. Observons cet intestin grêle au microscope. On observe ici une coupe transversale de l'intestin grêle. Cet intestin grêle peut être assimilé à une sorte de tuyau. C'est pour cela que cette coupe est circulaire. On observe que la paroi à l'intérieur de l'intestin grêle est très repliée. Si on observe ces replis avec un microscope plus puissant, un microscope électronique à balayage par exemple, on remarque que ces replis sont en réalité des microvillosités dont la paroi est extrêmement fine et dans lesquelles des vaisseaux sanguins font circuler le sang. On en déduit que les nutriments qui sont au niveau de l'intestin peuvent facilement traverser cette paroi très fine pour arriver dans le sang. J'observe que la quantité de glucose diminue au niveau de l'intestin. J'en déduis que le glucose provient de l'alimentation et qu'il entre dans l'organisme au niveau de l'intestin. J'observe que la paroi de l'intestin est très repliée, on parle de microvillosité. Cette paroi est très fine, des vaisseaux sanguins sont très proches de la paroi. J'en déduis que les microvillosités permettent d'étendre la paroi. Cette paroi est donc très très longue. La proximité des vaisseaux sanguins permet un passage facilité des nutriments, le glucose par exemple, vers le sang. On parle d'absorption intestinale. Nous avons validé l'hypothèse numéro 1, les nutriments, le glucose notamment, proviennent bien de la digestion dans le tube digestif. Ils passent notamment du tube digestif vers le sang au niveau de l'intestin. Intéressons-nous maintenant à l'hypothèse numéro 2, le dioxygène provient des poumons. Pour vérifier cela, nous choisissons une activité de recherche de type observation. Si on dissèque un mouton par exemple, on va observer une trachée. C'est un tuyau rigide entouré d'anneaux cartilagineux. Cette trachée est reliée à la bouche et au nez. La trachée se divise en deux bronches.
Les bronches se divisent en de nombreuses bronchioles. Observons ce qu'il y a à l'extrémité des bronchioles. Si on observe l'extrémité des bronchioles avec un microscope, on observe des structures arrondies. Ces structures arrondies à l'extrémité des bronchioles s'appellent des alvéoles pulmonaires. On observe que la paroi de ces alvéoles est très fine et que cette paroi est recouverte de capillaires sanguins. On peut en déduire que le dioxygène, qui est présent dans les alvéoles, peut facilement traverser la paroi pour entrer dans le sang. J'observe que l'air, contenant le dioxygène, entre par la bouche ou le nez, traverse la trachée, les bronches, les bronchioles, jusqu'aux alvéoles pulmonaires. Il y a de très nombreuses alvéoles, leur surface est très fine et proche des vaisseaux sanguins. J'en déduis que l'appareil respiratoire permet le passage du dioxygène qui provient de l'air. Maintenant que nous avons validé et même affiné l'hypothèse numéro 2, nous allons pouvoir tester l'hypothèse numéro 3. Le sang transporte le dioxygène et les nutriments jusqu'aux muscles. Pour vérifier cette hypothèse, nous choisissons une activité de recherche de type documentation. Observons les différents documents scientifiques à notre disposition. Ce document présente des mesures réalisées dans le sang à l'entrée et à la sortie du muscle. Dans le sang entrant, pour 100 ml de sang, on observe qu'il y a 90 mg de glucose, 20 ml de dioxygène et 49 ml de dioxyde de carbone. Dans le sang qui sort du muscle, on observe qu'il y a 80 mg de glucose, 15 ml de dioxygène et 54 ml de dioxyde de carbone. Si on observe le sang avec un microscope électronique à balayage, c'est un microscope très puissant, beaucoup plus puissant que celui qu'on utilise au collège. On observe des cellules dans le sang, des petites cellules en forme de disque aplati. On peut représenter ces cellules de cette manière. Voici la représentation de globules rouges dans un vaisseau sanguin. Pour faire cette représentation, on s'est inspiré de ce qu'on a pu observer avec le microscope électronique à balayage. Le document indique que les globules rouges transportent le dioxygène. La source pour la science nous indique que cette information provient d'un magazine scientifique. On peut faire confiance à cette information. J'observe que dans 100 ml de sang entrant dans un muscle, au repos, il y a 90 mg de glucose, 20 ml de dioxygène et 49 ml de dioxyde de carbone. En revanche, dans le sang sortant du muscle, il y a moins de glucose, 80 mg, moins de dioxygène, 15 ml seulement, et plus de dioxyde de carbone, 54 ml. J'en déduis que le dioxygène et le glucose sont consommés par le muscle, et ce dioxygène et ce glucose consommés par le muscle sont bien apportés par le sang. J'observe que le sang est composé de cellules. Ces cellules transportent le dioxygène. J'en déduis que les globules rouges transportent le dioxygène. Résumons. Le muscle est capable de fabriquer de l'énergie mécanique. C'est l'énergie qui permet de réaliser un mouvement. On remarque qu'il fabrique également de l'énergie calorifique, c'est-à-dire de la chaleur. C'est pourquoi on transpire, le corps essaye de refroidir la chaleur émise par les muscles. Cette énergie provient de transformations chimiques à l'intérieur des cellules musculaires. Cette réaction s'appelle respiration cellulaire. La respiration nécessite des glucides, et notamment du glucose, et également du dioxygène. Les glucides et le dioxygène sont apportés par le sang. Les déchets, comme le dioxyde de carbone, repartent par le sang. Le dioxygène est transporté dans des cellules du sang. Ce sont les globules rouges.
Vérifions maintenant l'hypothèse numéro 4. Le sang est contenu dans les vaisseaux sanguins. Il est mis en mouvement par le cœur. Pour vérifier cela, nous allons choisir une activité de recherche de type documentation. Si on observe plusieurs types de vaisseaux au microscope, on remarque qu'il y a 3 types de vaisseaux différents. Les artères, les capillaires et les veines. Ici, le vaisseau a été coupé de manière transversale, ce qui explique la coupe circulaire que l'on voit ici. Observons le dessin d'interprétation. On observe qu'il y a la lumière de l'artère, c'est-à-dire la partie creuse dans laquelle circule le sang, et on observe une paroi très épaisse. On nous dit que cette paroi est également élastique. Si on regarde les capillaires, qui sont les vaisseaux qui sont au niveau du muscle, on remarque qu'il y a de très nombreux capillaires sanguins et que ces capillaires ont une paroi très mince. Enfin, observons une veine qui apporte le sang vers le cœur après son passage dans les muscles. On observe que la paroi est beaucoup plus flasque, beaucoup plus molle, et on observe que la paroi est plus épaisse. Observons les relations entre les artères, les veines et les capillaires. On observe ici une artère et une veine. Le sang sort de l'artère pour rejoindre le réseau de capillaires, ces vaisseaux très fins que nous avons observés au microscope juste avant. Et après avoir traversé ce réseau de capillaires au niveau des muscles, le sang repart par la veine, vers le cœur. Comment peut-on vérifier le sens de circulation du sang? Observons une expérience historique, l'expérience réalisée par William Harvey en 1628. Tout d'abord, Harvey va poser ici un garrot, une ligature. Il remarque que les veines deviennent particulièrement visibles et distinguent également des nodosités, c'est-à-dire des parties un peu plus épaisses. Si on chasse le sang de A vers B, c'est-à-dire vers la ligature, on remarque que cette portion AB cesse d'être visible. Cela signifie que le sang a pu circuler vers le corps. En revanche, il ne revient pas en arrière. Si on essaye de pousser ce sang de B vers A, donc vers les muscles, on remarque que la portion reste non visible. Cela signifie qu'il y a sûrement des mécanismes qui empêchent le retour du sang vers l'arrière. Enfin, si on relâche la pression, alors le sang circule bien des muscles de la main vers le corps. Dans les veines, le sang circule donc des muscles vers le cœur et il y a un mécanisme qui empêche le retour en sens inverse. Si on prenait les artères, dans les artères, le sang circule du cœur vers les muscles et là de même, il y a un mécanisme qui empêche le retour vers l'arrière. Comment a-t-on découvert toute la circulation? Eh bien, cette circulation a été découverte grâce à de rares dissections réalisées depuis le XIVe siècle. C'est cependant à partir de la Renaissance que de plus nombreuses dissections permettent une meilleure compréhension de l'anatomie, notamment du système cardiovasculaire, c'est-à-dire du cœur et des vaisseaux, comme l'illustre ici cette planche réalisée par Léonard de Vinci à la Renaissance. Aujourd'hui, on a une bonne connaissance de cette circulation. La voici. Le sang s'enrichit en dioxygène au niveau des poumons. On a vu qu'il y a de nombreux capillaires sanguins près des alvéoles, c'est-à-dire de tout petits vaisseaux qui permettent
les échanges grâce à leurs parois très fines. Le sang riche en dioxygène circule dans une veine pulmonaire qui revient vers le cœur. Le cœur met en mouvement le sang vers une artère. Une des grosses artères s'appelle l'artère aorte. Le sang ne circule que dans une direction. Il circule notamment vers les muscles. Arrivé vers les muscles, les vaisseaux se divisent en petits capillaires. Les parois très fines de ces capillaires permettent les échanges de dioxygène et de dioxyde de carbone au niveau de ces muscles. Le sang revient alors par les veines vers le cœur. Le cœur envoie le sang désoxygéné et riche en dioxyde de carbone par une artère pulmonaire vers les poumons où le dioxyde de carbone peut s'échapper et où le sang va se réenrichir en dioxygène. Le sang repart alors par la veine pulmonaire jusqu'au cœur, repart par une artère. On remarque que le sang circule également au niveau des intestins où il peut s'enrichir en glucose. Et c'est au prochain tour que ce sang riche en dioxygène et en glucose pourra alimenter les muscles. J'observe que les artères ont une paroi épaisse et élastique. J'observe que les capillaires sanguins sont très fins avec une paroi très mince. J'observe que les veines ont une paroi flasque et épaisse. De plus, j'observe que le sang circule dans les artères, puis passe dans les capillaires avant de repasser dans les veines. J'en déduis que les artères et les veines peuvent supporter une pression sanguine importante, leur paroi est épaisse, pour le transport du sang. Les capillaires sanguins ont une paroi beaucoup plus fine qui permet les échanges, c'est-à-dire l'entrée du dioxygène vers les muscles et la sortie du dioxyde de carbone des muscles vers le sang. Autres observations, grâce à Harvey, on a pu voir que dans les veines, le sang peut aller des organes vers le cœur, mais ne peut pas retourner en arrière. J'en déduis que dans les vaisseaux sanguins, le sang ne peut circuler que dans un seul sens. J'observe que le sang oxygéné au niveau des poumons circule par les veines jusqu'au cœur, puis repart par les artères jusqu'aux différents organes. Tous les vaisseaux qui emmènent le sang vers le cœur sont appelés des veines, que le sang soit oxygéné ou non, et tous les vaisseaux qui repartent du cœur sont appelés artères, que le sang soit oxygéné ou non. J'observe que le sang désoxygéné circule par les veines jusqu'au cœur, puis repart par les artères jusqu'aux poumons. J'observe que les nutriments passent dans le sang au niveau des intestins. J'en déduis que le sang oxygéné circule des poumons vers les organes, puis revient désoxygéné jusqu'aux poumons. L'irrigation des intestins permet de recharger le sang en nutriments. Le cœur permet la mise en circulation du sang. Conclusion. La circulation du sang se fait dans les vaisseaux sanguins. Le dioxygène passe dans le sang au niveau des alvéoles pulmonaires. Le sang riche en dioxygène circule alors jusqu'aux organes qui consomment le dioxygène. Le sang rapporte le dioxyde de carbone fabriqué par les muscles jusqu'aux poumons. Le sang riche en dioxygène et le sang riche en dioxyde de carbone ne se mélangent pas. Les nutriments, le glucose par exemple, entrent dans le sang au niveau des intestins. Le sang apporte les nutriments aux organes. Au niveau des organes, les échanges se font grâce à la finesse de la paroi des capillaires sanguins. Le cœur met en mouvement le sang. Le sang est donc mis en mouvement par le cœur. Il part vers les poumons via les artères pulmonaires et revient vers le cœur par les veines pulmonaires. Cette circulation est appelée petite circulation ou circulation pulmonaire. Le sang riche en dioxygène, mis en mouvement par le cœur, circule vers les organes via les artères et revient vers le cœur
par les veines. Cette circulation est appelée grande circulation ou circulation générale ou circulation systémique. Étant donné qu'il y a une petite circulation et une grande circulation, on parle de double circulation. Les hypothèses sont donc validées. Dans ce cours, nous avons vu que le glucose provient de la digestion. Il passe des intestins vers le sang grâce à l'absorption intestinale. Nous avons également vu que le dioxygène passe des alvéoles pulmonaires jusqu'au sang grâce à des capillaires très fins au niveau de ces alvéoles. Nous avons vu que le glucose et le dioxygène sont apportés jusqu'aux muscles grâce à des vaisseaux assez épais, les artères. Les échanges se font au niveau du muscle grâce à des vaisseaux beaucoup plus fins, les capillaires sanguins. Et enfin, le sang riche en dioxyde de carbone revient vers le cœur grâce à des vaisseaux plus gros, les veines. Notons que l'appellation veine ou artère ne dépend pas de la qualité du sang, mais dépend de leur situation par rapport au cœur. Tous les vaisseaux qui partent du cœur sont appelés artères, tous les vaisseaux qui reviennent vers le cœur sont appelés veines. Dans un prochain cours, nous verrons comment l'arrivée du glucose et du dioxygène peuvent se faire de manière plus importante lors d'un effort physique.